Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo 4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 24 novembre. La grande semaine des tout-petits, la journée mondiale sans papier, des aires protégées en Gaspésie, une nouvelle boulangerie à Saint-Alphonse, la parade de Noël de Passepébiac arrive à grands pas. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter avec la grande semaine des tout-petits qui en est à sa 9e édition. C'est une semaine soulignée partout au Québec, mais plus près de chez nous, ce fut à Bonaventure lundi dernier qu'avait lieu la levée du drapeau officiel de la grande semaine des tout-petits afin de marquer le début des festivités. Télévague était présent pour capter les images et j'en ai même profité pour parler avec le nouveau maire de la ville de Bonaventure. Du 18 au 24 novembre, c'est la grande semaine des tout-petits à travers le Québec. Lundi dernier fut le jour qui marque le début des festivités avec une levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits qui a été faite à l'Hôtel de Ville de Bonaventure. Des groupes de tout-petits, des employés et bénévoles du CPE de la Baie, de l'école François Thibault et de la Maison de la Famille étaient présents pour l'occasion. Bon, les amis, c'est une grosse semaine pour vous. Hein? On est à 515 000 jeunes de 0-5 ans au Québec. C'est quand même beaucoup. On est fiers aujourd'hui de vous accueillir pour la semaine des petits à Bonaventure. Et puis, je remercie les intervenants qui sont venus, service de garde, l'école, et puis Maison de la Famille aussi. Et puis, très, très heureux de vous recevoir. C'est beau? Fait qu'on va baisser le drapeau pour hisser le drapeau des tout-petits. D'accord? C'est la grande semaine des tout-petits. C'est quoi le but de cette semaine-là? Oui, c'est la semaine, c'est la 9e édition cette année. C'est une semaine très, très importante parce que vous savez que les jeunes, c'est notre présent, notre avenir. Donc, on veut le souligner durant la semaine. Et ça se fait dans 400 villes environ au Québec présentement, au moment où on se parle. Quelle couleur le drapeau? Mauve! Puis vert! Ça. Il va être beau, hein? Il va être tissé au mois de la semaine. Pourquoi c'est important pour la ville de Bonaventure de le souligner? Très important parce que la ville de Bonaventure, de plus en plus, nous avons de nouvelles familles qui habitent, qui y restent. Et puis les jeunes, on évalue autour de 150 jeunes, tout petits entre 0 et 5 ans à Bonaventure. Vous avez invité les membres du conseil à porter un petit roux-doudou. C'est quoi ça? C'est pour souligner justement la semaine des tout-petits. Un petit carré doudou, comme vous voyez ici. Donc, tout le conseil municipal, durant la semaine, va le porter. C'est parti, on applaudit! Le thème de la 9e édition de la grande semaine des tout-petits est « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux » pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Ce thème découle que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Cette semaine est l'occasion idéale pour sensibiliser et informer tous les acteurs de tous les secteurs de la société sur les multiples bienfaits et les retombées positives des mesures et actions collectives mises en place en faveur de la petite enfance et de la périnatalité. Il est essentiel de reconnaître l'importance de ces initiatives qui jouent un rôle crucial dans le développement et le bien-être des enfants et des familles. Ça va vous permettre de vous épanouir. Les parents le savent aussi. Vous êtes très important, donc, l'épanouissement pour tous les gens de Bonaventure, tous les jeunes comme vous et puis ceux du Québec aussi, c'est important. Et puis, sans égard à la religion ou autre. Donc, c'est très, très important cette semaine-là. Donc, on le souligne, c'est la 9e édition. Ça va? Avez-vous des petites questions? Non? Ça va? Est-ce que vous trouvez que le drapeau est beau? Oui! Ouais, hein? C'est beau? Il va être là toute la semaine. On va le... Ouais. Il va être présent, donc si vous passez avec vos parents en avant du drapeau, vous allez le voir toute la semaine, le drapeau va être là toute la semaine, il va être installé à cet endroit-là. Vous allez pouvoir le montrer à vos parents. Regarde, j'étais là aujourd'hui quand monsieur le maire a monté le drapeau. La semaine passée, vous avez gagné les élections partielles en tant que maire. D'après vous, pourquoi que vous avez été élu? Bien, écoutez, sûrement mon expérience passée comme conseiller dans les 7 dernières années m'ont aidé. Et évidemment, aussi, j'ai eu de bons nombres d'électeurs qui m'appuyaient, des bénévoles, ces choses-là. Donc, je pense que mon expérience, la connaissance de l'ensemble des dossiers ici m'a permis d'être élu par la population.
Comment vous allez faire pour créer un lien de confiance avec les citoyens? Ben, je vous dirais que le lien de confiance est déjà amorcé depuis quelques mois, depuis que je remplace le maire Odette. Donc, je mise beaucoup sur 3 axes, le respect, la confiance et aussi la communication qui est très, très importante, l'écoute aussi. Donc, c'est très, très important. Vos priorités pour la prochaine année? Ma priorité, évidemment, c'est de continuer les dossiers déjà amorcés qui sont nombreux. Et puis, on verra par la suite, parce que dans un an, c'est court pour réaliser plusieurs dossiers. Donc, on vise beaucoup l'environnement, évidemment, les dossiers comme l'habitation, le logement, toutes ces choses-là, c'est très, très important, et la vie sociale en général de tous nos concitoyens et concitoyennes. Il va y avoir, ça veut dire, une élection en novembre 2025. Oui. Est-ce que vous êtes intéressé à vous représenter? Oui, c'est dans mes projets. On verra, on va laisser passer la première année là, qui reste, là, mais maintenant, oui, c'est dans mes projets parce qu'il y a beaucoup de dossiers et beaucoup de choses qui me tiennent à cœur que je veux mener à terme. Bien, merci beaucoup. Plaisir. Au mois de novembre, il y a la Journée mondiale sans papier. C'est une journée afin de sensibiliser la population à leur consommation de papier et aux impacts engendrés. On en parle avec 2 femmes bien impliquées à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles en Gaspésie. Récemment, c'était la Journée mondiale sans papier. C'est quoi l'objectif de cette journée-là? C'est vraiment de se rendre compte de notre consommation de papier, là, puis de réduire à la source le papier. Avez-vous des chiffres sur notre consommation de papier? Oui, dans le fond, en 2021, on a consommé plus de 900 000 tonnes de papier, ce qui équivaut à environ 23 kilos par Canadien. Donc, c'est énorme là, au niveau de papier d'impression et d'écriture. Est-ce que d'année en année, notre consommation de papier augmente? Non, c'est bon, ça baisse, mais je pense que c'est vraiment grâce à tout ce qui est électronique, ordinateur qu'on utilise de plus en plus. Là, donc, ça permet de baisser ce qu'on imprime. Donnez-moi donc des astuces pour diminuer notre empreinte écologique papier. Oui, donc la première option qui est la plus simple, c'est vraiment de mettre, par exemple, l'imprimante automatiquement sur le recto verso. Donc, ça permet de ne pas réfléchir au moment où on va imprimer, c'est recto verso directement. Si jamais on peut pas, fait que le verso il est libre, de le réutiliser comme papier brouillon, prendre des notes. Donc, juste de réfléchir un peu plus loin là, sur ces choses-là. Au niveau des livres ou des magazines, c'est prêté entre nous aussi, donc ça fait moins d'impression là, ou des empruntés à la bibliothèque, par exemple. Ça serait quoi les impacts environnementaux de notre consommation de papier? Oui, donc même si le papier est recyclé, ça consomme quand même énormément d'eau. Fait que ça, c'est la première source. Au niveau du recyclage du papier, parce que sinon, évidemment, on coupe des arbres pour faire du papier. Ça émet aussi beaucoup de GES. C'est quoi qui arrive avec le papier que vous recevez au centre de tri? Bon, quand les gens déposent le papier dans les bacs, on reçoit au centre de tri, c'est trié. Alors, donc, on a un équipement, un trieur optique qui pousse le papier vers une réserve à papier. Une fois que cette réserve-là est pleine, on fait des ballots de papier. Quand on a 26-28 ballots, on prépare un chargement, il y a un camion qui part et nous, c'est vendu à un acheteur au Québec. Maintenant, ce papier-là, dépendamment des périodes de l'année, le papier peut être réutilisé au Québec. Parfois, ça va être au Canada et d'autres moments, ça peut même se rendre à l'export. C'est plutôt rare, là. Nous, en général, ça se transite au Québec ou au Canada. Ceci étant dit, à partir de 2025, la dynamique au niveau des matières recyclables va changer un peu parce qu'il y a Éco-entreprise Québec qui prend la relève. Et là, probablement que les marchés vont être un petit peu plus développés au Québec pour la réutilisation du papier. Pouvez-vous en dire davantage sur votre calendrier de l'Avent écolo que vous avez proposé? Oui, dans le fond, on propose des idées pour repenser les calendriers de l'Avent. Donc, on a le traditionnel chocolat. On peut penser à fabriquer la structure du calendrier, donc par exemple des enveloppes en mettant des numéros. Puis on peut choisir les activités qu'on peut mettre dedans, des activités où ça peut être aussi de mettre des chocolats dedans aussi, là, juste fabriquer à la maison. Il y a aussi le calendrier de l'Avent inversé, donc à place d'avoir un chocolat ou un objet à chaque jour, c'est qu'on se débarrasse d'un objet à chaque jour. Donc, de désencombrer notre maison. Et quand on dit débarrasser, c'est de ne pas le mettre nécessairement au déchet. C'est vraiment de le donner au suivant si c'est possible et que c'est en bon état. De faire des calendriers d'expérience, donc justement des activités. Ça peut être en famille, ce qui peut être vraiment plaisant. Puis ça peut être juste un chocolat chaud en famille, c'est aussi très plaisant. Et de faire des calendriers de souvenirs aussi, là, donc à créer à 2 aussi. Donc, c'est pas mal les idées qu'on a mentionnées sur notre page Facebook.
j'en profite pour mentionner que le papier confidentiel, celui qu'on déchiquette, là, ça peut être un petit... Parfois, ça peut être problématique. Quand on reçoit le papier en sac, le papier déchiqueté en sac, ça va bien parce qu'on peut le diriger dans notre réserve à papier. Mais quand il est déposé dans le bac de façon tout séparé, mais les petits morceaux de papier, c'est plus difficile à récupérer dans ce contexte-là. Alors, moi, j'invite les gens, quand ils font du déchiquetage à la maison, bien, mettez ça dans un sac, sinon on va en perdre une partie, puis c'est malheureux, puis en plus on contamine. Fait que voilà pour le papier. Nous avons rencontré la sympathique Mia Larochelle, chargée de projet au Conseil régional de l'environnement Gaspésie. Elle nous parle de la mobilisation de citoyens gaspésiens qui ont présenté différents projets d'aires protégées partout dans la péninsule. Ceci afin d'augmenter notre superficie de conservation des différents écosystèmes de notre beau coin de pays. Est-ce qu'on pourrait en savoir davantage sur l'annonce que vous avez faite concernant les aires protégées en Gaspésie? Avec plaisir. En fait, on voulait souligner le très grand engagement de la communauté de la Gaspésie dans le cadre de l'appel à projet du gouvernement pour la création de nouvelles aires protégées. OK. Mais c'est quoi les différents types d'aires protégées? Bien, en fait, les citoyens et citoyennes connaissent plusieurs aires protégées déjà, peut-être sans le savoir. Par exemple, quand on est au parc Forillon ou dans le parc de la Gaspésie, on est dans une aire protégée. Par contre, on est dans une aire protégée où on peut randonner, faire du canot, mais on ne peut pas récolter. Dans la plupart de ces parcs-là, on ne peut pas chasser, pêcher généralement, puis récolter les petits fruits. Il y a des aires protégées qui sont beaucoup plus restrictives. Près d'ici, on a celle de Grande-Rivière, donc la réserve écologique de Grande-Rivière. Pour y mettre le pied, ça prend un permis. Donc, ça prend un permis de recherche. C'est permis dans des cadres scientifiques. D'y poser le pied, mais sinon, accès interdit. Un statut qui est très intéressant, c'est la réserve de biodiversité. Et la plupart des projets qui ont été déposés dans le cadre de l'appel à projet du gouvernement, au 15 octobre, l'ont été pour un projet de réserve de biodiversité. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut conserver les usages traditionnels, tels que rando, canot, VTT, cyclo, skidoo, cueillette, chasse, pêche. On conserve nos bouts de villégiature. On peut même récolter une petite corde de bois pour se chauffer l'hiver. Donc, ça permet de garder les usages, mais en même temps, ça ne permet plus l'exploitation industrielle. Donc, on ne pourra plus faire de coupe forestière, d'exploitation minière, gazière, exploitation d'énergie. Okay. Un autre statut un autre statut très intéressant, puis qui a été déposé justement, par exemple, par l'équipe de la ZEC des Anses, c'est l'aire protégée d'utilisation durable. Donc, dans ces aires-là, on a pour la majorité du territoire, ou à peu près, les mêmes usages, les mêmes permissions que dans une réserve de biodiversité. Donc, on se rappelle, on chasse, on cueille, on fait du VTT, on fait de la rando. Par contre, pour une partie du territoire, on veut plus de latitude. Puis, c'est que la communauté veut avoir plus de latitude pour gérer le territoire. Donc là, c'est hyper intéressant parce qu'on pourra faire des coupes forestières, mais des coupes forestières exemplaires avec un plan d'aménagement forestier vraiment axé sur la protection de la biodiversité. Puis, le bois qui sera coupé dans la forêt pourrait servir, par exemple, à préparer des meubles ou à chauffer les aînés pour l'hiver. Donc, c'est une aire protégée super intéressante. Et je m'en voudrais de ne pas parler des aires protégées d'initiatives autochtones. Okay. Par exemple, la communauté de Gaspé-Gag a un super beau projet là, avec la rivière Cascapédia. Il y a combien de projets qui étaient déposés ici en Gaspésie? On a une cinquantaine de projets, près d'une cinquantaine de projets qui ont été déposés en Gaspésie, dont environ 5 pour les aires marines aquatiques. Les projets déposés, ça va représenter combien de la superficie d'aires protégées du territoire? On n'a pas l'information à ce stade. Okay. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Gaspésie, c'est 9 de la superficie terrestre qui est protégée à ce stade-ci. Okay. L'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre une cible de 30 Donc, 30 d'ici 2030. C'est d'ailleurs un engagement audacieux que le gouvernement a pris lors de la COP 15, la conférence des Nations unies pour la biodiversité, en 2022. Donc, le Québec, comme plusieurs autres provinces et pays, s'est engagé à atteindre 30 d'aires protégées. Puis c'est dans ce contexte-là qu'il a fait l'appel à projet qui durait depuis le mois de juin, qui s'est terminé le 15 octobre dernier.
puis qui visait justement à encourager les citoyens et citoyennes qui sont, au fond, les experts du territoire, à proposer des territoires à protéger. Par exemple, le projet de la petite Cascapédia, qui a été déposé par des citoyens et citoyennes, est très intéressant. Là, on a décidé de protéger toute la rivière, du sud au nord, donc en proposant une bande riveraine d'environ 1 kilomètre de chaque côté. Maintenant, on a proposé aussi un agrandissement pour le projet de la ZEC des Anses ici. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Initialement, c'est un territoire de 60 km² qui avait été proposé, puis le gouvernement a annoncé sa protection, donc sa volonté de le mettre en réserve le 8 mars dernier. L'équipe qui travaille là-dessus a consulté la population. Donc, il y a eu des ateliers de concertation, en fait, là, où on s'est questionné en se demandant, au fond, c'est quoi tout le territoire qu'on aimerait protéger autour de la ZEC des Anses? Puis là, maintenant, le projet s'étend au-delà de 300 km². Puis c'est un projet qui a été déposé aussi en aire protégée d'utilisation durable parce que pour un secteur donné, ça va donner plus de latitude. Vous avez peut-être entendu parler aussi du projet de développement récréo-touristique que porte la ZEC des Anses avec le CLD ici dans Rocher-Percé. Donc, ça va permettre à ces projets-là d'exister dans les aires protégées. Donc, ça, c'est un projet qui tient à cœur vraiment aux citoyens et citoyennes. J'aimerais vous parler aussi de la rivière Bonaventure. Donc, un projet d'agrandissement du projet d'aire protégée de la rivière Bonaventure a été déposé qui va englober, par exemple, le site du Quartz et aussi le ruisseau Creux. Donc, voilà, ça va être un autre projet intéressant. Et juste ici, là où on est, un peu à l'est, on a la rivière Petit-Pabot. La rivière Petit-Pabot, il faut savoir qu'elle est bordée par des aires intensives de production ligneuse. Donc, une AIPL, aire intensive de production ligneuse, c'est un territoire qui est octroyé à l'industrie forestière pour faire de l'aménagement intensif. En d'autres mots, souvent des coupes à blanc. Donc, à ce moment-ci, il y a des coupes à blanc de part et d'autre de la rivière, sur tout son long. Puis, la municipalité de Chandler a demandé un moratoire. Et en même temps, la ZEC-PABOC a demandé la création d'une aire protégée. Donc, il y a vraiment des préoccupations de la part des citoyens et citoyennes ici, puis ils et elles souhaitent protéger cette rivière. Les citoyens engagés dans leur projet, est-ce qu'ils sont soutenus par leur MRC respective? En fait, il y a des MRC très proactives. Il y en a d'autres qui le sont moins. Par exemple, ici, dans la MRC Rocher-Percé, moi, j'ai relancé les MRC pour demander leur appui à l'analyse des projets, ce qui est nécessaire pour que les projets soient retenus par le ministère de l'Environnement. Puis à ce stade-ci, j'ai toujours pas de suivi. Bienvenue chez Enedine Boulangerie, la nouvelle boulangerie qui a ouvert ses portes à Saint-Alphonse. Guillaume Brochu, le propriétaire de cette boulangerie, vous invite à découvrir ses délicieux produits artisanaux fraîchement préparés chaque jour. Ça vient où l'idée d'implanter une boulangerie à Saint-Alphonse? Bien, en fait, j'ai eu une boulangerie pendant 9 ans aux Îles-de-la-Madeleine. Puis, on a décidé de déménager en Gaspésie pour se rapprocher de la famille de ma blonde. Saint-Alphonse, c'est le village natal de ma belle-mère. Puis, Enedine, en fait, c'est le nom de la grand-mère de ma blonde qui faisait déjà du pain à Saint-Alphonse. Tout fitait pour déménager à Saint-Alphonse puis partir une boulangerie dans ce village-là. Votre pain de fesses, est-ce que c'est la recette de la grand-mère Enedine? J'aimerais ça dire que oui, malheureusement, dans ce temps-là, il n'y avait pas de recette. Fait qu'il y allait à l'œil. J'ai essayé de reproduire le plus possible ce qu'elle faisait selon ce que les gens en disaient de son pain. Mais non, c'est pas sa recette. Okay. Qu'est-ce que vous offrez à mettre sous la dent à vos clients? Là, présentement, ce qu'on a, c'est viennoiserie, croissant, chocolatine, avec pain au levain, pain de fesses, et puis café. C'est quoi la réalité d'une journée d'un boulanger? Qu'est-ce qui se passe? Ben, mes journées commencent vers 5 heures du matin. Je cuis mes pains pour la journée qui s'en vient. Puis, dans la journée, je prépare les pains du lendemain. Donc, je pétris, je façonne, puis les pains s'en vont dans la chambre froide pour la nuit. Puis le lendemain, ben, je recommence. Je cuis. Donc, tous les pains sont cuits le matin même. Pain frais du jour, viennoiserie fraîche du jour, même chose. Donc, tout est préparé la veille,
cuit le matin pour que ce soit le plus frais possible. Là, moi, je suis curieuse, là. C'est quoi le secret pour faire des croissants bien feuilletés? Ça prend du bon beurre, ça prend une belle pâte. Le truc, c'est d'avoir le beurre, la même texture environ que la pâte. Puis, ben, ça prend idéalement un laminoir pour pas trop se brûler, pas faire ça au rouleau à pâte. Un laminoir, c'est le bel appareil qu'on voit ici. C'est 2 rouleaux, dans le fond, qui vont aplatir la pâte. Donc, moi, j'ai une manette que je diminue l'espace entre les rouleaux, donc ça aplatit. Puis on peut donner des tours à ce moment-là, puis avoir des couches de pâte, beurre, le plus possible. OK. Puis, avez-vous plusieurs employés? Je suis tout seul. Tout seul? Oui. Ma conjointe m'aide quand elle peut ses journées de congé, mais sinon, je suis seul à faire caisse, production, vaisselle, lavage, tout ce que vous voulez, je le fais moi-même. La population répond très bien. Saint-Alphonse est présent. Puis, ben, j'ai beaucoup de monde aussi des autres villages autour qui viennent. Parce que je pourrais pas survivre juste avec Saint-Alphonse. Mais j'ai beaucoup de monde là, de New Richmond, de Caplan, de Saint-Siméon. Comment vous êtes débrouillé pour trouver du financement pour partir l'entreprise? Ben, j'avais déjà de l'équipement que j'avais transféré de l'ancienne boulangerie que j'avais aux Îles-de-la-Madeleine. Et puis, ben, j'ai eu des prêts personnels pour pouvoir acheter de l'équipement supplémentaire. J'ai aussi participé au sociofinancement de La Ruche, qui a très bien fonctionné. Les gens d'autour ont bien contribué. Donc ça, ben, ça m'a permis d'avoir un fonds de roulement et pouvoir acheter les équipements dont j'avais besoin pour partir la boulangerie. OK. Puis la bâtisse que vous avez achetée, est-ce que c'était une boulangerie avant? Non, la bâtisse ici, c'était l'ancienne quincaillerie Arsenault, qui était une place bien connue des gens du village. Donc, ben, c'est sûr qu'il a fallu travailler fort pour rendre ça, de passer d'une quincaillerie à une boulangerie. Mais c'était une place qui avait déjà un espace commercial, donc j'ai pu utiliser cet espace commercial-là pour ouvrir la boulangerie. Okay. Vos heures d'ouverture, c'est quoi? Ça va être mercredi, jeudi, vendredi de 7h30 à 16h30, puis le samedi de 8h à 15h. J'invite tous les gens à venir visiter la boulangerie. On peut prendre un petit café croissant sur les comptoirs dans la boutique. Sinon, ben, on peut prendre des trucs pour emporter, pour aller marcher au Ruisseau Creux. Saint-Alphonse, c'est un beau petit village à visiter si ça vous intéresse. Ben, en plus, ben, il y a une boulangerie, il y a un resto, puis il y a un dépanneur. Rejoignez-nous pour la 6e édition de la Parade de Noël du Comité Jeunesse Passepébiac. Cette année, le thème sera la création de voitures allégoriques qui défileront dans les rues de la ville. Marie-André Côté, l'une des organisatrices, vous invite à participer à cet événement festif et haut en couleurs. Voici notre reportage. C'est quoi l'activité que le Comité Jeunesse organise bientôt à Passepébiac? Il va y avoir la parade du Père Noël, Valérie, le 1er décembre. Comment ça va se dérouler, la parade? Bien, on a fait un petit sondage sur Facebook, puis les gens voulaient la voir strictement en auto puis en char allégorique. Quel genre de char allégorique qu'on doit fabriquer? Bien, les gens peuvent faire n'importe quoi. Soit tu peux vraiment juste décorer ton auto ou faire vraiment un trailer avec des gens dedans parce que c'est permis. Ou n'importe quoi. Vous pouvez faire aller votre imagination. Puis on demande aux gens d'être vraiment, de se laisser aller puis de décorer leurs autos ou leurs camions ou leurs camions-bennes, n'importe quoi à venir passer avec nous dans la parade. Disons qu'on n'aura pas de voiture allégorique, mais est-ce qu'on peut faire la parade quand même en auto? Oui. Vous pouvez venir avec nous, là, nous suivre en auto. Là. Ouais. Même si les autos ne sont pas décorées, là, toutes les autos sont acceptées. Elle va partir de où, la parade? De la polyvalente, dans le stationnement de l'ancienne aréna. Ça va se dérouler, là, le départ va être là. On demande aux gens d'être là vers 1h30, puis on va décoller vers 2h. OK. Ouais. Puis le trajet?
C'est sûr que ça va être un long trajet parce qu'on va faire le côté est de la rue Saint-Pédis. Fait que tous les avenues qui sont du côté est, on va passer dedans. Fait qu'on va monter dans la rue Chapado, on va aller dans la 3e. Après ça, on va remonter dans la rue Mal-de-Meux. Après ça, on va tout faire les avenues 4, 5, 6, 7. Puis on va redescendre la rue Saint-Pédis jusqu'ici au centre culturel. Est-ce qu'il va y avoir la Sûreté du Québec pour le bon fonctionnement de la circulation? Pas la SQ, mais on va avoir nos pompiers de la ville de Passepébiac qui vont nous aider à faire la circulation et la signalisation de l'événement. Ouais. Le Père Noël va-tu être là? Oui, comme j'ai dit à ma réunion municipale, j'ai appelé le vrai Père Noël. Puis il m'a dit qu'il serait présent le 1er décembre pour notre parade, pour remettre des petits cadeaux là, à nos enfants. Parce qu'après la parade, c'est ça, je vous invite à venir au centre culturel, à rentrer en dedans, dans la grande salle. Puis il va y avoir du chocolat chaud pour les enfants, de l'eau, des petits jus. Puis on va faire la distribution et les photos avec le Père Noël là, pour les enfants. Puis les jouets ou les toutous, peu importe ce qu'on va avoir, c'est le magasin Art de Passepébiac qui nous commandite ces jouets-là. Avez-vous des petites règles de sécurité pour la parade? C'est sûr qu'il faut faire vraiment attention, faut pas rouler trop vite, faut pas s'énerver durant la parade. On va rouler peut-être, je sais pas moi, à 15, 20 là, km/h. Puis surtout pas dépasser. Fait qu'il faut vraiment, faut user de sa bonne conscience puis de sa bonne conduite là, pour puis faire vraiment attention avec les enfants là, dans les boîtes de truck là, puis tout ça. C'est la 6e édition. Fait que, ça va tout le temps super bien. Fait que je pense que je suis confiante pour ça. Là. Les gens sont quand même assez disciplinés quand on passe dans les rues avec les autos. Là. J'invite les gens de tous les avenues à décorer puis à sortir le 1er décembre, nous voir passer avec la parade. Puis j'invite tous les gens, même si c'est pas des gens de Passepébiac, de toutes les municipalités avoisinantes, de venir participer à notre super parade. J'invite tout le monde, ça va être vraiment le fun. Puis j'espère que vous allez m'impressionner parce que à chaque année, je suis vraiment impressionnée des gens qui font plein de choses pour la parade, qui se décorent, des mascottes, n'importe quoi. Je suis vraiment impressionnée par les chars allégoriques aussi, là. Fait que j'invite tout le monde à venir. Puis c'est un bon moment. Puis on dirait que ça va comme starter le temps des fêtes, là. Oui. Tu sais, il y en a qui disaient que c'était comme vraiment de bonne heure le 1er décembre. Mais on va se mettre dedans. Tu sais, il n'y a pas de neige, il n'y a pas... là, il va falloir faire les décos de Noël. Puis let's go, on y va, on plonge dans Noël le 1er décembre. Merci Marie-André, une bonne parade. Merci à toi. La Sûreté du Québec souhaite informer la population de la MRC de Bonaventure qu'une escroquerie est actuellement en cours dans le secteur de la municipalité New Carlisle, Passepébiac, Hope et Ville de Bonaventure. Des fraudeurs se présentent directement à votre maison, prétendant que vous pouvez être admissible à des subventions gouvernementales pour la rénovation de celles-ci. Pour vérifier votre admissibilité, ils demandent des documents personnels comme des factures d'Hydro-Québec, mais il s'agit d'un prétexte pour recueillir vos informations personnelles. Ne donnez jamais d'informations personnelles, de documents ou de factures à ces individus malveillants. Merci de partager ce message avec votre entourage et si vous avez des proches qui pourraient être vulnérables, assurez-vous de les en informer. Restez vigilants. Alors, ceci conclut notre édition d'Hebdo-CAD du 24 novembre. Merci beaucoup pour votre écoute et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Télévague vous souhaite une bonne semaine à tous.